nous allons commencer le webinaire. Merci d'avoir connecté avec nous pour cette heure de partage et apprentissage. Je m'appelle Juliane Cranias et je travaille à Nexus Santé comme consultante bilingue en promotion de la santé. Je suis une des 3 membres de notre équipe du projet Leadership collaboratif en pratique qui sont présentes ici aujourd'hui. Sur la diapositive, vous voyez une photo de moi et de Peggy Walsh, directrice générale de l'Association pour la santé publique de l'Ontario. Et travaillant en coulisses, nous avons Stéphanie Masseau, qui est responsable de nous avoir rassemblés aujourd'hui et d'avoir coordonné cet événement virtuel et spécial. Stéphanie va nous aider avec le côté technologique du webinaire et elle partagerait les liens utiles dans la salle de clavardage tout au long du webinaire. Merci Stéphanie. Et merci à nos partenaires et oratrices invités, Odette et Valérie. Bonjour. Bonjour. On va voir si on peut juste bouger la salle de clavardage, peut-être. Stéphanie, voilà. Malheureusement, Joël Favreau ne pourra pas être des nôtres ce matin, mais nous allons nous assurer que Joël aura d'autres occasions de partager ses expériences et perspectives dans le cadre du projet. Nous avons toujours Odette et Valérie, et comme j'ai dit, je vais les présenter plus tard avant que chacune prenne la parole. Comme animatrice de ce webinaire, je veux d'abord me situer et m'identifier sur le plan de mes expériences vécues. Je suis une personne d'héritage européen, non racialisée, anglophone, de classe moyenne, une femme bisexuelle et mère de 2 enfants. J'essaie de prendre conscience de mes privilèges et d'utiliser mes positions de pouvoir pour transformer les structures sociales, appuyer les voix des communautés à la recherche d'équité et faire avancer la justice sociale. Ce qu'on fait un tout petit peu avec nos projets de LCP. Je veux maintenant commencer ce webinaire avec une reconnaissance du territoire. Les bureaux de Nexus Santé et l'Association pour la santé publique de l'Ontario se situent sur la terre sacrée sur laquelle ont vécu pendant 15 000 ans les peuples autochtones de l'île de la Tortue. Ce terrain particulier est le territoire des Premières Nations Huron-Wendat, Petun, Seneca et plus récemment les Mississauga de la Credit River, ceci qu'on appelle maintenant Toronto. Étant donné que nous nous rencontrons dans le cadre d'un échange virtuel aujourd'hui, je veux reconnaître que notre communauté d'apprentissage s'étend sur des régions diverses de l'île de la Tortue. Pour cette raison, je partage cette ressource qui présente les multiples traités et les Premières Nations actuelles circonscrits par les frontières coloniales de l'Ontario. Et Stéphanie a mis le lien pour avoir accès à ces informations et à la carte sur l'Internet. Je veux reconnaître tous les peuples autochtones qui sont les gardiens des terres sur lesquelles nous vivons. Prenons ensemble un moment pour honorer la terre et toutes les formes de vie autour de nous. Comme les aînés indigènes nous encouragent souvent, apprécions les cours d'eau, les arbres, les plantes, les animaux. Nous reconnaissons et honorons la terre avec l'intention de développer une relation plus équilibrée avec cette terre et ses peuples autochtones. En tenant compte du système d'éducation colonial en Ontario, qui ne nous a pas enseigné la vraie histoire et les atouts des peuples autochtones de l'île de la Tortue, je vous partage quelques ressources en ligne que j'ai trouvées utiles et qui m'ont aidé à mieux me renseigner et à relever le défi de mes responsabilités coloniales en vertu des traités. Encore, Stéphanie a mis les liens dans la salle de clavardage. Merci. Je t'en prie. Encore une fois, merci de vous être joints à nous.
Les objectifs de la session, on va aborder des récits, partager les outils pratiques, aussi des points saillants de notre analyse documentaire. Et de plus, on a des informations à partager avec vous sur nos événements d'apprentissage qui aura lieu en automne de cette année dans plusieurs régions de la province. On va prendre un moment, là, oh non, avant, je passe à la prochaine diapositive qui nous montre un peu la distribution des personnes qui se sont inscrites pour la session aujourd'hui. Et on voit qu'on a à peu près 25 participants présentement. C'est super, je suis très contente. Et on peut se sentir fier d'avoir une présence francophone très grande en proportion de la participation des anglophones dans notre webinaire de la semaine passée. Alors, on est très content d'avoir votre présence aujourd'hui, votre participation, et on espère continuer à partager au fur et à mesure de notre projet. On voit qu'il y avait, on ne sait pas exactement les personnes présentes aujourd'hui, mais il y avait presque 30% de personnes qui viennent de l'extérieur de la province. Alors, je voulais vous inviter à mettre dans la salle de clavardage vos lieux, si vous êtes dehors de la province. Et on a une forte représentation de l'Est de l'Ontario, qui est super. Comme vous allez voir qu'on va avoir un rassemblement dans l'Est à Ottawa plus tard cette année. Et aussi, on a une bonne représentation du nord-est, du nord-ouest, bienvenue, salut, du sud-ouest, du centre-est, du centre-ouest et à Toronto aussi. Alors, maintenant, on va brièvement faire une activité interactive pour vous poser une question avec un sondage sur la question de avec quel thème êtes-vous le plus engagé en ce moment? Ce sont les 4 thèmes qui représentent le rangée de nos efforts avec le projet LCP. Alors, cochez, s'il vous plaît, sur tous les thèmes avec lesquels vous êtes engagés, juste pour qu'on puisse voir un peu les intérêts et les activités de notre rassemblement aujourd'hui. Il y a 6 personnes qui appliquent une approche anti-oppressive et 4 qui travaillent sur la décentralisation du pouvoir et en partageant des ressources. Super. Et quelques-uns, 3, qui veulent évaluer les partenariats ou qui sont déjà en train d'évaluer les partenariats sous l'optique de l'équité. Merci d'avoir participé. Et maintenant, je vais passer la parole à Peggy. Peggy, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, bonjour Julienne et bonjour Okay. tout le monde. Peggy Walsh, comme j'avais déjà dit, c'est la directrice générale de l'Association pour la santé publique de l'Ontario et on travaille ensemble dans la coordination de ce projet. Alors, Peggy va faire l'introduction du projet. Oui, je veux prendre, merci Julienne, je veux présenter un peu le contexte pour ce projet. Nexus Santé et l'Association pour la santé publique de l'Ontario sont heureux de recevoir du financement de programmes de subvention de partenariat du ministère des Affaires civiques, de l'immigration et du commerce international de l'Ontario visant à renforcer le leadership collaboratif dans le secteur sans but lucratif. Le ministre est engagé à créer des communautés fortes, diversifiées et inclusives en renforçant la capacité des secteurs sans but lucratif. Son programme de subvention de partenariat vise à renforcer la gouvernance et des services ainsi que la capacité des dirigeants, du personnel et des bénévoles du secteur sans but lucratif pour mieux prendre
en compte l'évolution démographique et diversité croissante de l'Ontario, accueillir les nouveaux arrivants et instaurer une culture de leadership inclusive. L'atteinte des objectifs du programme peut nécessiter un changement de culture, l'adaptation des nouvelles pratiques, une redistribution de pouvoir et de ressources pour favoriser des pratiques plus collectives et équitables dans le secteur sans but lucratif, la reconnaissance du fait que les différents groupes à la recherche d'équité pavent déjà la voie, le projet LCP concrétise l'engagement de Nexus Santé et le OPHA envers l'équité en santé, la création de communautés et santé et inclusive et le renforcement de la capacité des gens qui se concrétisent à améliorer la santé et le bien-être dans la communauté. Pour Nexus Santé et l'OPHA, il est important d'apprendre des autres, de documenter leur expérience, de créer des tribunes pour l'échange d'idées et d'élaborer de nouveaux outils et des nouvelles ressources à l'intention des particuliers qui travaillent au sein des groupes et quittent l'équité et de ceux qui désirent épauler les communautés à la recherche d'équité. Dans le cadre du projet LCP, Nexus Santé et l'OPHA collaborent avec des partenaires externes pour cerner des stratégies pour lutter contre les déséquilibres des pouvoirs et des ressources et établir des partenariats plus solides et diversifiés, créer des ressources pour appliquer un cadre anti-oppressif dès le début de la mise en place d'une collaboration, élaborer des outils d'évaluation des partenaires au sein de collaborations déjà établies, offre de la formation sur l'intersectionnalité et l'approche anti-oppressive pour soutenir le leadership collaboratif en pratique et recueillir et partager des récits de réussite provenant de diverses communautés de l'Ontario. Merci beaucoup, Peggy. Et je crois que Stéphanie avait déjà mis le lien à notre site web dans la salle de clavardage, mais on va l'envoyer aussi à vous après le webinaire. Et on vous invite à lire plus sur le projet et aussi voir les ressources là-dedans. Ceci fait un peu le lancement de notre site web aujourd'hui. Bon, comme vous venez de l'apprendre, le projet est bilingue et on travaille dans la province de l'Ontario. Dans ce contexte, les communautés francophones occupent une situation minoritaire et partagent une histoire de marginalisation, y inclut les lois oppressives, et aussi une histoire de mobilisation communautaire pour protéger la culture francophone et assurer les droits des francophones dans notre pays bilingue. On nous a suggéré d'offrir une vue d'ensemble du contexte, même si la plupart d'entre vous est déjà bien au courant de cette situation. De mon côté, étant anglo-ontarienne, je veux dire que je ne connaissais presque rien sur l'histoire des Franco-ontariens avant de commencer à travailler chez Nexus Santé. Considérons alors les 3 diapositives qui suivent comme un résumé des points essentiels à apprendre aux anglophones dans les situations de partenariat où des organismes et les communautés francophones cherchent un meilleur équilibre du pouvoir. Alors voici les 3 diapos. Première chose, c'est la minorité linguistique des francophones dans le contexte en Ontario. Les francophones sont environ 5% de la population et aussi 5% des immigrants présents dans la province avec les politiques d'immigration actuelles. Et aussi, ça vaut la peine d'indiquer que la plus grande population des francophones en dehors du Québec, c'est en Ontario. Alors, je vais maintenant faire une petite revue des conditions historiques. Ce sont des conditions de marginalisation et d'oppression. Par exemple, entre
1912 et 1927, les Franco-ontariennes n'ont pas eu le droit à une éducation dans leur langue maternelle, même dans les communautés majoritaires francophones. Et pendant cette période, les francophones faisaient partie d'une culture xénophobe en Ontario. On parlait de l'invasion du Québec. On a même eu l'expérience récente où la première ministre de la province, Kathleen Wynne, a donné une excuse par rapport à cette loi 17, le règlement 17. Mais grâce à des mobilisations communautaires, en 1969, les francophones ont gagné le droit à une éducation en français au niveau élémentaire et secondaire. Ce n'est pas avant 1986 que les francophones ont obtenu le droit à tous les services en français, y inclut juridique, services de santé et services de protection de l'enfance. On sait par contre que l'accès à ces services reste toujours un défi sur lequel beaucoup d'entre vous devraient travailler quotidiennement. Et de plus, les francophones dans certaines régions de la province continuent de souffrir des expériences de stigmatisation et d'oppression. Avec mes travaux pour le programme du réseau CS, j'ai eu l'occasion de voyager dans les régions, par exemple dans le Nord-Ouest, dans les petites communautés où les francophones sont minoritaires et où souvent on prend les risques pour s'identifier en tant que francophone à cause de la stigmatisation. Alors ça fait toujours partie, cette histoire a des impacts qui continuent dans le temps. Un aspect que nous voulons souligner dans nos échanges d'aujourd'hui est la réalité et la diversité des expériences francophones. On peut célébrer cette diversité, mais il faut aussi reconnaître les disparités de pouvoir, d'accès aux services et même à l'accès aux conditions de base pour une vie en santé, par exemple l'accès à un revenu adéquat. Il y a de larges variations régionales dans l'expérience franco-ontarienne. Ceci crée des contextes différents pour les organismes sans but lucratif et demande diverses approches relatives au partenariat selon le contexte local. Aussi, les franco-ontariennes ne vivent pas toutes les mêmes expériences en tant que francophones. Les expériences d'une francophone immigrante ne sont pas séparées dans les catégories d'expériences francophones et expériences immigrantes. Elle vit une expérience qu'on dit intersectionnelle, qui crée des expériences d'oppression distinctes et nécessite reconnaissance, services et appui distincts. L'intersectionnalité est un sujet que notre projet LCP abordera plus en profondeur lors de notre Institut d'apprentissage cet automne. Et on va vous partager les détails à la fin du webinaire. Aussi, nos oratrices invitées en feront sans doute référence à l'intersectionnalité. J'ai maintenant le plaisir de présenter Odette Doumbé. Sa biographie nous raconte que, depuis 13 ans, elle s'est engagée dans le secteur communautaire. À mon expérience, Odette est une représentante exemplaire du secteur sans but lucratif, communautaire et francophone en Ontario. Chaque jour, elle tisse les liens, elle inspire de multiples gens, elle met en vedette les expériences d'oppression des femmes francophones immigrantes et elle dirige une équipe avec une forte empathie et une sagesse pour surmonter les défis particuliers et systémiques, pas à pas. Mais merci Odette d'être ici avec nous. Je te passe la parole. Merci beaucoup, c'est une très gentille introduction. Je reste humble par rapport à cette introduction. Bonjour à toutes et merci à Nexus Santé et à OPHA qui organisent ce webinaire. Je vais essayer de présenter en 5 minutes deux types de partenariats que nous avons développés à Oasis Centre des Femmes, avec d'une part une agence francophone et d'autre part une agence anglophone. Pour nous, la définition que nous donnons au partenariat à Oasis, c'est que c'est une association formelle ou informelle
entre au moins deux entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun. Alors le premier partenariat dont je vais parler est celui que nous avons développé avec la Maison. Pour ceux qui ne le savent pas, la Maison est le seul refuge pour femmes francophones qui fuient des situations de violence. Et Oasis, pour nous présenter, est une agence qui travaille avec les femmes touchées par la violence en offrant une gamme de services pour les accompagner à reprendre le pouvoir sur leur vie. Alors, à l'ouverture de la maison, il était tout à fait évident et naturel de collaborer pour servir les femmes de façon cohérente et compréhensive. Étant donné que les intervenants d'Oasis faisaient des références vers la maison pour les femmes qui devaient être placées en sécurité et vice-versa, les intervenants de la maison nous envoyaient des résidentes qui avaient besoin, entre autres, de counseling, d'appui transitoire et de soutien au logement ou encore de soutien à la cour familiale ou criminelle, etc. Puis, nous nous sommes rendus compte que fonctionner de manière informelle ne suffisait pas réellement. Pourquoi? Parce qu'il arrivait que d'autres systèmes coincent, soit parce que les intervenants n'avaient pas le même niveau d'information par rapport au dossier de la cliente, ou alors certaines informations n'étaient pas partagées, ou encore que les intervenants d'un bord ne comprenaient pas l'approche d'intervention utilisée par l'autre bord. Alors, petits exemples concrets, si nous avions par exemple fait la demande pour un logement subventionné pour le compte d'une usagère et que la maison n'avait pas cette information et qu'elle soumettait une demande également, la première demande était rejetée et le dossier de l'usagère était ramené en bas de la liste d'attente. En ce qui concerne l'incompréhension au niveau des approches, c'est que les intervenantes à Oasis, par exemple, pouvaient ne pas comprendre que leurs collègues de la maison donnent des échéances relativement serrées. Pour elles, selon une approche féministe, on accompagne la femme selon son rythme. Elle ne tenait pas forcément compte des exigences de la réalité d'une maison d'hébergement. Alors on a commencé à réfléchir à ce qui nous divisait et ce qui nous reliait, et on a développé ensemble des arrangements. Donc dans ces arrangements-là, il y avait un protocole d'entente, on a développé des procédures, un formulaire de référence, un cadre de résolution de conflits. Et au niveau des procédures, nous avons instauré des conférences tripartites qui impliquaient donc Oasis, la maison et l'usagère. Et ça avait pour but de faire la référence, d'évaluer la référence, d'évaluer les besoins au début de la référence, en milieu de parcours, puis à la fin du séjour en maison d'évaluation, et puis de faire un suivi continu, de façon à ce qu'on puisse en même temps partager le travail, partager les informations, partager les ressources. Et cela nous permettait également d'avoir une rétroaction de l'usagère, savoir où elle en était, tant au niveau émotionnel qu'au niveau de sa sortie de la maison d'hébergement. Alors, dans notre partenariat, nous faisons aussi autant que nous le pouvons des formations ensemble avec la maison. Les équipes de la maison et les équipes d'Oasis se réunissent. Ça permet de réduire les coûts, mais aussi d'avoir une sorte de cohésion dans le travail que nous faisons, que ce soit au niveau des politiques que de l'intervention. Par exemple, dans 2 jours, nous aurons une formation conjointe sur l'intégration des personnes trans dans nos services. Nous avons également commencé à faire 1 à 2 réunions annuelles de team building entre les 2 équipes. La première rencontre a permis aux équipes des 2 agences d'avoir une réflexion sur la façon même dont nous travaillons ensemble, sur les dynamiques de pouvoir, et puis de chausser aussi les lunettes à travers les jeux de rôle, où on a essayé d'inverser les rôles et de nous livrer à un exercice d'appréciation mutuelle. Puis le dernier point sur lequel j'aimerais parler en ce qui concerne ce partenariat, c'est le programme de bénévolat que nous avons développé ensemble. Nous avons étudié la pertinence de nos intérêts à mettre ce projet sur pied et son adéquation par rapport à notre contexte et à nos besoins. Et je tire mon chapeau à la coordonnatrice de ce projet qui a su naviguer d'une agence à l'autre de façon très fluide pour que les besoins en bénévolat soient satisfaits des 2 côtés. Alors, je vais maintenant très rapidement passer au deuxième partenariat que nous avons développé avec Interim Place. C'est une maison d'hébergement anglophone cette fois, et elle regorge de services contrairement à sa consoeur francophone. Alors, je vais faire une petite digression pour rappeler à titre d'information que le MSSC est l'un des ministères qui exige des prestations de services qu'il finance de mettre en place l'offre active des services en français. Et donc, dans les dispositions prévues, les agences anglophones ont le devoir d'établir des partenariats avec les agences francophones qui offrent des services qui ne sont pas disponibles en anglais. Je ne pense pas être politiquement incorrecte en disant qu'un partenariat obligatoire, en ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas, parce qu'il va manquer de la motivation, les agendas seront différents, les attentes seront différentes, etc. Le niveau d'engagement sera différent. Et
pour des partenariats qui ont été signés dans ce cadre, il y a un manque de volonté qui fait que les partenariats restent très théoriques et ça ne se traduit pas dans des actions concrètes. Ce qui s'est passé avec Interim Place et Oasis était très différent, c'est qu'il y avait une volonté et des besoins communs. Alors j'y arrive, c'est que faute de fonds, il nous a toujours manqué à Oasis un programme d'appui transitoire dans la région de Peel où nous avons un bureau satellite. Interim Place, quant à elle, avait des fonds, mais ils avaient besoin d'avoir une intervenante qui soit bilingue, qui s'exprime en français et en anglais pour pouvoir également recruter des résidentes francophones. Alors nous avons mis en place un partenariat qui nous permettait de partager une intervenante. Oasis a été impliqué dans le processus de recrutement, ce qui est un point assez sensible lorsqu'on voit que des personnes supposément bilingues ont une maîtrise du français assez limitée. On peut aller dans des services, on demande un service bilingue, on nous dit oui. On demande un service en français, on nous dit oui, on sera servi en français. Mais en bout de ligne, lorsque une intervenante se rend compte que nous parlons un petit peu l'anglais, la conversation va très rapidement se dérouler en anglais. Donc c'était des choses sur lesquelles Interim Place était conscient. Ils étaient conscients de cette forme d'oppression également qui se joue au niveau des interventions. Et puis, donc maintenant, pour en arriver à ce qui nous lie et ce qui fait un petit peu la force de ces partenariats, sans pour autant dire que nous avons des partenariats exemplaires, il nous reste beaucoup de choses à apprendre, nous en sommes conscients, c'est que nous avons eu ce qui facilitait quand même des partenariats, c'est que nous avions un socle commun, nous avions des dénominateurs communs. C'était au niveau de notre cible, ce sont des femmes. Au niveau de nos besoins, nous avions besoin de ressources, d'outils, de formation de personnel assez similaires. Et au niveau de notre approche, parce que nous travaillons tous, que ce soit la maison Oasis ou Interim Place, dans un cadre féministe, antiraciste et anti-oppressif. Et ça nous amène très rapidement au défi parce que c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de travailler continuellement les 3 défis majeurs que nous avons identifiés. C'était au niveau de la confiance. On s'est posé la question de savoir si on pouvait se faire confiance mutuellement, c'est-à-dire partager des informations en toute transparence, observer dans quelle mesure nos a priori influencent notre vision, etc. On a essayé de voir également qui détenait le pouvoir dans la relation que nous avions tissée et si ce pouvoir était établi de façon équitable. Et puis les différences également, en quoi sommes-nous différents et comment pouvons-nous nous enrichir de ces différences, que ce soit au niveau de nos compétences, que ce soit au niveau des subventions que nous recevons, etc. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Odette. Et c'est une présentation avec plusieurs aspects. Je suis certaine que les personnes ont déjà des questions ou peut-être des commentaires. Et je voulais, bien qu'on va continuer avec les présentations, vous êtes toujours, vous avez le choix de mettre vos commentaires et vos questions dans la salle de clavardage. Et on va revenir sur les questions pour la discussion à la fin du webinaire. Merci, Odette. Tu m'as fait penser au mariage arrangé, là, et les questions de pouvoir et tous les problèmes qui peuvent s'en sortir. Alors, je suis certaine que je crois que ça va être un sujet qu'on va discuter plus tard. On va continuer à explorer. Cependant, maintenant, je vais présenter Valérie Assois. C'est depuis vendredi passé seulement que je connais Valérie. Déjà, elle a bâti un pont avec nous à Nexus Santé. Vous allez voir, là, c'est dans sa biographie que ça, c'est pas nouveau pour toi, Valérie, mais j'étais impressionnée et j'apprécie beaucoup ton approche. Je suis certaine que ce pont va nourrir les liens pour promouvoir l'équité et la communauté en santé dans nos efforts à Nexus Santé. Et finalement, pour te présenter, je voulais aussi ajouter que j'ai remarqué que tu es une ingénieure de la justice sociale. Et aujourd'hui, Valérie va nous partager ses expériences et aussi les ressources fantastiques de l'initiative Ville pour toutes les femmes. Valérie, je te passe la parole. Merci, il me fait vraiment plaisir d'être ici, d'être de votre ce soir, mais ce midi.
Voilà, j'ai travaillé, là, moi je suis bénévole pour Kawi, j'ai travaillé avec eux dans le passé. Et je voudrais vous partager un peu leur approche. Leur approche est plus systémique et plus organisationnelle. Donc, c'est un groupe de femmes. C'est une organisation qui est située à Ottawa, formée de femmes provenant de diverses communautés, organisations, universités, qui travaillent de concert avec les décideurs locaux, parce que c'est une organisation vraiment locale, pour créer une ville plus inclusive et faire progresser l'égalité entre les sexes. Donc nous portons toute une écharpe de couleur pêche qu'on voit dans la prochaine diapo ici, pour montrer que nous appartenons toutes au même idéal, l'idéal de solidarité l'une envers l'autre, et ça renforce l'importance de chaque voix. Ça fait vraiment remarquer notre présence au conseil municipal. Ils font très attention à ce qu'ils disent, ils voient les femmes avec les foulards pêche. Le but réel de notre organisation, c'est de conseiller le conseil municipal sur toutes les questions d'équité, d'inclusion dans leur politique. Et ça nous a donné, donc ils ont eu une motion, ils nous ont donné l'autorisation de chaque fois intégrer l'optique d'équité et d'inclusion. Nous sommes comme des visionnaires pour eux, on met nos lentilles et puis on regarde si l'optique d'équité et d'inclusion est bien appliquée dans toute leur politique. Donc le caractère multidimensionnel et intersectionnel des inégalités a permis d'élaborer et de mettre à jour 10 ans plus tard, donc on l'a fait en 2005 et puis on l'a mis à jour 10 ans plus tard, un guide sur l'optique d'équité et d'inclusion pour la ville d'Ottawa. Donc on s'est focalisé sur 11 portraits, tous ceux qui sont à risque d'exclusion. Donc vous aurez toutes les informations parce qu'en 5 minutes, je ne peux pas tout dire. Donc je vais me focaliser sur une vue générale pour que vous alliez après sur le site pour voir toutes les informations. Donc il y a différents groupes d'équité. Maintenant, en ce qui concerne les partenariats, quand on fait nos partenariats, on tente toujours de mettre l'optique d'équité en œuvre dans nos partenariats avec tous les groupes communautaires. Par exemple, des choses simples comme on travaille beaucoup avec les résidents et les organismes ensemble, donc des choses simples comme mettre autour de la table, quand nous sommes nombreux, ceux qui ont accès à la table sont les personnes qui ne sont pas en situation de pouvoir, ceux qui expérimentent une barrière quelconque, et ceux qui sont en deuxième lien derrière, c'est plus ceux qui ont du pouvoir. Donc pour comme équilibrer les pouvoirs, donc nous le faisons de façon intentionnelle. On a une approche à 4 niveaux pour pouvoir devenir un allié. Le but de tout ce qu'on fait, c'est de développer des alliés. Donc ce graphique illustre un peu la vue d'ensemble, l'approche suggérée dans le guide de l'optique d'équité pour pouvoir développer des alliés. Donc réfléchir à notre diversité, qui n'est pas là, qui n'est pas autour de la table qu'on pourrait inclure. Donc, prendre conscience de nos préjugés, nous interroger sur notre inclusion et puis mettre en pratique ce qu'on a appris dans le but de devenir un allié. On utilise beaucoup cette courbe-là, ce graphique, pour réfléchir sur notre diversité au niveau des facteurs sociaux, de la sphère organisationnelle aussi. Donc on l'appelle la roue de la diversité. Et puis on fait de la formation pour faire comprendre aux gens que nos comportements sont influencés par des idées qui sont inexplorées, des idées fortes, des politiques et des pratiques depuis longtemps. Donc on essaie d'influencer ces idées-là de façon intentionnelle. Alors, pour prendre conscience de nos préjugés, par exemple, ça c'est un schéma que les personnes du domaine social ou communautaire utilisent beaucoup pour différents objectifs, mais nous on utilise pour montrer les préjugés. D'abord, qu'est-ce qui prouve que le poisson, lui, il a besoin d'une pomme? Nous, on n'a pas besoin. Donc, pourquoi on pose cette question en première place? Être conscient des préjugés que nous avons. Comme je vous disais, l'objectif,
c'est de devenir un allié. Ce qu'il faut pour devenir un allié, c'est vraiment de prendre, de collaborer à ce que l'optique d'équité soit utilisée, soit mise en œuvre. Comment on peut le faire? Donc c'est ça l'objectif général de tout ce que Kawi fait. On a eu des projets au niveau national à cause du succès dans notre façon de faire, dans notre approche pour implémenter l'optique d'équité et d'inclusion un peu partout dans tout ce que nous faisons. Merci. Merci Valérie. J'ai apprécié le terme des groupes à risque d'exclusion. Parce que ça me fait réfléchir que les risques viennent d'un système qui a créé des situations d'exclusion. Et pas à partir des choix des membres d'une communauté, mais plutôt des systèmes et les structures. Oui, et juste encore une fois, je voulais dire à tous les participants que ça vaut la peine de passer 1 heure ou 2 en lisant les ressources, celui de l'optique de l'équité, et voir comment vous pouvez intégrer tous ou bien les utiles particuliers dans vos efforts de partenariat. OK, maintenant nous allons passer au point saillant de l'analyse documentaire qui est une initiative du projet LCP. Et Peggy va nous partager le texte d'une présentation qui était fait par Roberta, la chercheuse, la semaine passée. Peggy? Oui, merci Julienne. Comme vous avez mentionné, Roberta Timothy, une coordinatrice du projet à OPHA, est chercheuse principale pour notre analyse documentaire. Elle a partagé pendant notre webinaire anglais jeudi passé une synthèse de la littérature. Aujourd'hui, je vais lire un texte adapté de sa présentation. Je suis ravie d'avoir la possibilité de vous faire part aujourd'hui de certains des résultats préliminaires de son analyse documentaire. Il s'agit d'une étape importante pour favoriser la participation des membres de la communauté aux discussions sur l'importance de recourir à un cadre de leadership collaboratif, anti-oppressif et équitable dans les partenariats et réseaux de secteurs sans but lucratif. Pourquoi avons-nous réalisé une analyse documentaire? Pour découvrir des documents et ressources qui peuvent aider les organismes à élaborer et maintenir des cadres de leadership collectif équitable et anti-oppressif pour soutenir les partenariats et réseaux dans une optique de l'inclusion, et pour cerner les lacunes dans la documentation et mettre en lumière les partenariats et réseaux collaboratifs communautaires existants, connus ou non, pour faire état du travail déjà accompli. On a adapté pour l'examen de la portée une méthodologie s'appuyant sur une perspective anti-oppressive. Plus de 400 documents ont été passés en revue. En ce qui est trait aux résultats préliminaires, on a découvert que le leadership collaboratif suscite l'intérêt tant dans le secteur privé et que celui des organismes sans but lucratif. Voici les 4 thèmes. Globalement, le principal sujet relève dans le cadre d'examen de la portée pouvant être repris dans les 4 domaines suivants. Et vous voyez ici les 4 thèmes. Alors, Julienne, je vais commencer avec le premier thème, la définition de leadership collaboratif. En ce qui concerne la définition de la caractérisation de leadership collaboratif, les résultats portent à croire qu'il crée un environnement inclusif qui stimule les équipes et les laisse libre cours à la créativité, qu'il se situe quelque part entre les interactions transactionnelles et les interactions symbiotiques au sein des partenariats, qu'une collaboration trop poussée peut nuire au fonctionnement efficace des partenariats, qu'il chevauche le concept de leadership partagé et qu'il fait intervenir les caractéristiques, comportements et styles individuels ainsi que les interactions organisationnelles.
L'analyse documentaire relève aussi que l'exercice de leadership collaboratif demande des aptitudes en matière de règlement des différends, notamment la compréhension des relations conflictuelles et des besoins des groupes, de même que la capacité à avoir des conversations difficiles, à distinguer le bien commun et agir comme un médiateur dans les différends entre les autres personnes. Le deuxième thème, apprentissage collaboratif, leadership collaboratif dans le secteur de l'éducation, relève de la documentation, semble constituer un aspect fondamental à l'éducation transformatrice, antiraciste, antisexiste et anti-homophonique, ainsi que des pédagogies expérientielles et axées sur l'art. Le deuxième thème, le leadership collaboratif appliqué aux collaborations interprofessionnelles dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, reporté au processus décisionnel et la prestation des services dans le domaine des soins de santé, selon l'analyse documentaire, il était démontré que les leaderships collaboratifs et la collaboration interprofessionnelle favorisent de meilleurs résultats en ce qui traite aux soins protégés aux patients. La documentation indique en outre que cela nécessite des changements considérables sur le plan de fonctionnement et de l'organisation des équipes et des professionnels eux-mêmes. À l'échelle internationale, par exemple, dans le cadre des activités de l'Organisation mondiale de la santé, on a constaté un intérêt manifeste pour ce nouveau secteur de connaissances. Et maintenant, je passe au dernier thème, leadership collaboratif, équitable et interprofessionnel. Ici, la documentation relève qu'il existe une tension entre la caractérisation de leadership dans la littérature classique individualiste sur les affaires et la gestion et les conceptions émergentes de leadership collaboratif équitable qui reposent sur un changement de paradigme. En règle générale, la recherche documentaire sur le leadership équitable dans ce domaine a produit des résultats limités. Selon la documentation disponible, le fait d'accorder la priorité au redressement de déséquilibre de pouvoir en fonction de sexe pourrait permettre d'éliminer les oppressions croisées en fonction de la race, de statut socio-économique et d'autres différences systématiques sur le plan social. De plus, on indique que la représentation et la reddition de comptes auprès de la communauté constituent un élément central de leadership collaboratif, équitable et interprofessionnel. Les documents examinés indiquent également que cela demande une compréhension des divers positionnements en fonction de facteurs croisés de l'identité et des systèmes de dominance dans le contexte microsocial et individuel. En outre, la documentation aborde le rôle central joué par la résistance et le pouvoir interne pour faire obstacle au message systématique invalidant. On a lu dans certains documents des critiques de l'opposition entre la notion de leader et celle de suiveur, dans lesquelles les auteurs suggèrent de recourir à de nouveaux paradigmes et termes pour caractériser le leadership équitable. Dans le cadre que nous occupe, on utiliserait coaction, qui signifie agir ensemble. Les auteurs proposent d'appliquer ce concept à tous les membres d'organisations qui devraient des leaders coopératifs. Selon un auteur, la coaction s'appuie sur la résistance aux oppressions, la collaboration, l'attention portée au processus plutôt que seul résultant, la déconstruction des hiérarchies de pouvoir et l'établissement de relations pour égalitaires. Parmi les autres éléments de leadership collaboratif et interprofessionnel mentionnés, on parle de l'importance de prendre en compte les facteurs sociopolitiques, d'envisager le personnel dans une optique politique, de même que de reconnaître le lien entre les expériences personnelles et interactions interpersonnelles et les systèmes sociopolitiques. Selon l'analyse documentaire, certaines de ces valeurs peuvent être particulièrement difficiles à implanter dans les organismes axés sur la productivité quantitative. Maintenant, on va regarder les trousses d'utiles et angles de tirer de l'analyse documentaire.
Voici une liste de quelques trousses d'outils et exemples tirés dans l'analyse documentaire. Toutes ces ressources et d'autres en français sont disponibles sur notre site web. Aussi, nous avons un questionnaire en anglais à être élaboré et distribué en ligne auprès des secteurs sans but lucratif. L'information requise à l'aide de ce questionnaire c'est analysé et résumé. Les constats pertinents ici du sondage, y compris les documents, seront intégrés à l'analyse documentaire. Nous aimerions connaître vos points de vue et apprendre votre expérience. Nous vous invitons de remplir le sondage d'ici la fin de journée, jeudi le 30 juin, en cliquant sur le lien qui est sur le diapo ici. Alors, merci. Ça donne un peu un aperçu de l'analyse documentaire qui est faite par Roberta Timothy. Merci beaucoup, Peggy. Et comme on a noté, les outils qui ont sorti de la revue documentaire sont en anglais, mais on a nous-mêmes quelques outils et ressources à vous partager qui sont en français, même pas disponibles en anglais. Il y a un lien que je vais mettre présentement dans la salle de clavardage pour une ressource de Québec. Ça s'appelle le guide avec. Et alors, ça fait référence à la question de coaction, comment agir ensemble et dans une manière qui respecte une réciprocité entre les groupes différents et les personnes des locations sociales différentes. Alors, je vous suggère aussi à un autre moment d'aller regarder ce guide. Maintenant, je vais parcourir un peu les outils pratiques qui sont sur notre site web. On a une page de liens utiles, là où vous trouverez des liens pour plusieurs sites web, aussi des ressources, des trousses d'utiles. On a intégré les références qui sont en anglais seulement, aussi avec les références et les ressources en français ou qui sont bilingues. Là, on a les liens envers la version française. Aussi, sur notre site web, nous avons une section de ressources et dans le cadre de notre projet, nous produisons quelques nouvelles ressources pour favoriser la réflexion et la discussion sur l'équité dans les contextes de travail de partenariat. Juste pour dire qu'aucune de ces outils n'est complet. Ce qu'on cherche à développer, c'est des modèles et outils qui peuvent vous aider à des moments précis où vous faites face à des tâches ou des défis bien particuliers. Et on vous encourage de les adapter à vos contextes particuliers et vos besoins spécifiques, aussi de les combiner avec les ressources qui existent déjà, comme celle de l'initiative Ville pour toutes les femmes. Les outils du projet LCP sont conçus pour les membres des groupes en quête de l'équité, aussi que pour ceux et celles qui veulent accompagner et soutenir de tels groupes. Alors, il y a deux modèles qui sont actuellement à l'essai et sur le site web. L'amorce de la conversation en vue d'un partenariat offre une échelle de référence pour des types de participation communautaire de la part d'un organisme ou groupe communautaire, tels que consultation, collaboration ou leadership. Couplé avec des questions pour guider une réflexion sur la situation, par exemple, qu'impliquerait ce type de participation pour chaque partenaire et pour chaque rôle? Donnez des exemples concrets. Alors, ça fait comme une feuille de travail aussi pour préparer la conversation. Je vois qu'on a perdu un peu. Voilà, ça c'est revenu. On espère que ce modèle peut promouvoir plus de transparence, assurer un dialogue et négociation réciproques et instaurer des relations plus équitables au moment où on embarque sur un nouveau partenariat ou activité collaborative. Le deuxième modèle
L'analyse de l'équité dans la composition d'un groupe vous offre une liste de différentes positions sociales. C'est une liste assez longue de positions sociales pour les particuliers et aussi des secteurs d'activité. Vous allez voir sur la droite de diapositive, le secteur des activités des organismes, leur position en termes d'accès aux ressources et accès aux décideurs et leur niveau, le niveau ciblé par leur effort. Le guide qui accompagne ce modèle suggère les activités essentielles pour compléter l'usage du modèle. On ne veut pas juste cocher sur la liste. On reconnaît que c'est important d'avoir les réflexions, des conversations, toujours en apprenant de nouvelles aspects de la situation. Ce sont tous les deux les modèles que nous avons utilisés dans le contexte de notre projet au début comme point de référence pour voir c'est qui qu'on invite à notre comité consultatif et avec l'autre ressource pour avoir des discussions avec nos partenaires tels que Initiative Ville pour toutes les femmes, mais aussi Oasis Centre des femmes, pour négocier les niveaux de participation. Et juste, j'ajouterai aussi que on trouve que c'est toujours nécessaire de revenir à ces conversations parce que là où il y a une différence d'accès aux ressources, qui est le cas avec nos projets, il faut toujours, nous comme organisme qui a initié les partenariats, on cherche toujours à trouver les moyens pour mieux aider, mieux appuyer la participation de nos partenaires. Alors, ces modèles se présentent à l'ESSAI et nous vous invitons de nous envoyer par courriel vos commentaires et observations sur ces nouvelles ressources. Finalement, on veut vous faire consciente de les activités d'apprentissage, les rassemblements qui auront lieu pendant l'automne de cette année. Peggy, est-ce que tu voudrais que je parle sur l'Institut? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Okay. merci. Ça, c'est un événement de 2 jours qui aura lieu à Toronto, les vendredis le 30 septembre et samedi le 1er octobre. Il y aurait plusieurs opportunités de choisir les thèmes qui sont les plus intéressants par rapport à vos initiatives actuelles. Et sur notre site web, là où Stéphanie vient de mettre le lien sur la salle de clavardage, on a plus d'informations. C'est toujours des informations initiales sur l'Institut, mais ça va vous donner plus une idée de ce qui va se passer pendant les 2 journées de ce rassemblement. Aussi, en anglais, on organise l'Institut, c'est un événement bilingue et le rassemblement à Brantford sera en anglais au mois de novembre. On n'a pas la date spécifique encore. Et finalement, à Ottawa, en français, on commence à organiser un rassemblement régional et je veux inviter Patrick Delorme, mon collègue à Nexus Santé et aussi qui travaille pour le réseau CS, pour parler brièvement de nos plans dans le développement de cet événement. Patrick? Est-ce que tu es là? OK, moi je vais l'expliquer alors. Oui, bonjour. Oh, bonjour Patrick. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Merci. Et je veux d'abord féliciter les présentatrices du webinaire. Ça a été très bien. Oui, Gilliane, Réseau CIS est heureux de pouvoir collaborer avec le projet CLIP LCP pour organiser un rassemblement pour les francophones, avec les francophones, à Ottawa au mois de novembre prochain. Donc, ce sera une grande première au niveau de la région de l'Est. Donc, en ce sens, puisqu'on parle depuis ce matin de partenariat, j'aurais aimé vraiment avoir l'implication des partenaires de l'Est qui seraient intéressés à se joindre à nous,
non seulement pour participer à cet événement, mais déjà on va avoir un comité d'organisation, un comité de planification de ce webinaire. On aurait aimé que des partenaires volontaires se joignent à nous pour participer à la planification de ce rassemblement. On pourrait discuter au cours de ce comité et les attentes, les thèmes sur lesquels on pourrait mettre l'emphase au cours de cet atelier. Donc, joignez-vous à nous pour le comité d'organisation. La première rencontre se fera au mois de septembre prochain. Donc, voyez-nous à vous autres. Et si vous êtes vraiment intéressé à vous joindre à nous, vous pouvez contacter Gilliane Cranias à son adresse que peut-être Stéphanie va nous mettre sur la boîte à clavardage. Et comme ça, on vous contactera pour faire un suivi par rapport à ça. Donc, merci beaucoup et encore une fois, félicitations, présentatrice. Merci, Patrick. Bon, alors, Christiane a demandé si ce serait le seul rassemblement francophone et j'ai répondu pour dire que dans le cadre du projet, on va avoir juste les deux rassemblements régionaux et aussi l'événement, l'Institut d'apprentissage provincial à Toronto qui sera bilingue. Mais ceci ne devrait pas nous arrêter de dialoguer et de nous organiser, nous mobiliser pour d'autres rassemblements, peut-être dans l'année prochaine. Ce projet LCP continue jusqu'à la fin mars en 2017, mais dans le cadre des programmes et les initiatives de OPHA et aussi Nexus Santé dans les années qui viennent, on aimerait bien discuter avec vous et développer les partenariats pour avoir d'autres rassemblements sur les sujets de partenariat et de l'anti-oppression. Alors, on arrive à les quelques moments qui nous restent pour des questions ou bien des commentaires. Vous pouvez parler sur le téléphone ou bien ajouter un commentaire ou une question dans la salle de bavardage. The leader has Les unmuted dates your line. en novembre pour Ottawa, pas encore connues. Merci, Sylvie. Sur notre site web, on a une page pour vous inscrire sur notre liste de diffusion. Et je crois aussi, après le webinaire, on va envoyer le lien directement à cette liste. Si vous vous êtes inscrit là-dedans, on va certainement vous faire savoir les dates dès qu'ils sont disponibles. Il y a une question de Caroline sur les thématiques pour l'Institut d'apprentissage. Peggy, si tu veux répondre à celui-là dans la salle de clavardage ou bien par téléphone. Et Caroline, je ne peux pas voir les questions, alors si vous pouvez les répéter pour moi, ça va m'aider. Oh, OK, pardon. Caroline a demandé si on a déjà les thématiques pour l'Institut d'apprentissage. Et aussi, Caroline a demandé, elle remarque qu'elle s'intéresse particulièrement à la thématique des relations avec les Autochtones. Et je crois que c'est une thématique qui fait partie de l'Institut. Oui, ce serait un des thèmes. Il y a le thème de intersectionnalité, anti-oppression, et là-dedans, on va examiner nos interactions avec des différentes populations, des différents groupes comme les Autochtones. Dans les 2 semaines prochaines, vous allez voir le programme pour cet institut. Ça va être sur notre site web de CLIP et aussi au PHA et à Nexus Santé. OK. Il y a une question qui demande des exemples de ce qu'on entend par anti-oppressif. Je voulais
peut-être inviter nos oratrices, les partenaires, à répondre à cette question. Valérie ou Odette, avez-vous des exemples particuliers de vos travaux? Alors, c'est Odette. J'essaye de lire la question. Pouvez-vous définir ce que vous entendez par anti-oppressif par des exemples? Je vais prendre, j'aurais dû y penser, je vais prendre l'exemple d'une... Qu'est-ce que je peux prendre? En fait, c'est tout ce qui va faire appel à l'analyse de, comment dirais-je, du pouvoir à l'encontre d'un groupe ou d'une personne ou d'un individu. Donc, je vais prendre le cas, on va prendre le cas des francophones, par exemple, qui se trouvent dans un contexte de minorité, et on va se rendre compte que les services qui doivent leur être accessibles de façon naturelle ne le sont pas parce qu'on n'a pas cette, comment dirais-je, on n'a pas mis en place un cadre qui permette que les gens aient le réflexe d'offrir systématiquement le service dans les deux langues. Je ne sais pas si c'est assez clair comme exemple. Je suis un petit peu prise de court pour un exemple concret, mais... Moi, je pourrais dire qu'on expérimente ça tous les jours ici, en tout cas dans le travail qu'on fait. On peut arriver dans des endroits où... Pour moi, anti-oppression, c'est le contraire de inclusion. Je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine. Oui. Mais toutes les politiques qui peuvent inclure les personnes à risque d'exclusion, pour moi, c'est ça l'anti-oppression. Donc, on pense, disons par exemple pour un handicapé, on penserait qu'il est sur un fauteuil roulant, on ne l'inviterait pas dans une réunion où il y a des escaliers, par exemple, il n'y a pas d'ascenseur. Des choses aussi simples dans les choses de tous les jours. S'il y a une réunion, en général, les anglophones prennent toujours le pouvoir quand on arrive dans une réunion. Des fois qu'il y a un seul anglophone, la réunion tourne complètement en anglais alors qu'on est plus de francophones. Donc, comment inclure les francophones pour ne pas qu'ils soient en situation, pour ne pas que le pouvoir anglophone les écrase, par exemple. C'est donc tous les jours avoir comme cette perspective. Pour nous, l'optique d'équité, c'est comme des lunettes qu'on porte pour regarder, OK, qui n'est pas inclus dans ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour inclure ceux qui sont exclus. Je ne sais pas si ça répond. C'est comme une approche permanente. Avoir un nouveau paradigme, comme je disais tout à l'heure, une présentatrice, changer le mindset, enfin la façon de penser, pour inclure tout le monde. Oui, merci Odette et Valérie. Oui, à mon expérience, une approche anti-oppressive, ça implique une transformation de nos manières de communiquer, de travailler ensemble, nos politiques organisationnelles. Et aussi, il y a le côté de ressources parce qu'on existe, on vit dans des situations où les ressources ne sont pas distribuées de manière égale. Alors, une approche anti-oppressive va chercher à transformer ces situations le plus que possible avec les moyens que nous avons disponibles. Ça peut être d'offrir un honoraire aux personnes qui participent dans un comité qui ne sont pas payés de la part d'une position de travail. Mais aussi, ça peut être une change, même les efforts de changer les lois, la mobilisation des communautés francophones en Ontario, c'est un autre exemple concret de l'anti-oppression. Alors, souvent, c'est des initiatives qui viennent de la part des communautés à la recherche de l'équité. Et quand nous nous trouvons dans les situations de privilège, on peut prendre une action anti-oppressive en cherchant à appuyer comme un allié à leur effort. Et Caroline a écrit au Québec, on n'utilise pas cette expression anti-oppressive. Je comprends que cela inclut, par exemple, une approche féministe ou antiraciste. Oui.
Oui, on a discuté hier que peut-être pendant nos événements de rassemblement, on pourrait avoir des discussions sur le langage. Ici, dans notre équipe, on a eu plusieurs discussions sur quelles sont les définitions des termes et aussi quelles sont nos préférences de termes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va qui va refléter votre contexte particulier et vos locaux particuliers. Que dit-on au Québec, Caroline? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires avant qu'on termine le webinaire? Je sais que plusieurs personnes ont dû nous quitter pour faire leur travail d'après-midi. C'est Valérie. Oui, Moi, je voulais vraiment dire merci. Parce que pour moi, le plus on parle des questions d'équité et d'inclusion, le plus la population, la personne lambda qui marche va comprendre. Parce que ça, c'est de longue haleine. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain que tout le monde soit inclusif. Donc, il faut qu'on continue de faire des campagnes, de faire de l'éducation, de la sensibilisation à toutes les questions d'équité et d'inclusion. Et puis, merci pour tout ce que vous faites. Merci Valérie. J'aimerais bien qu'on se quitte sur cette réflexion-là et qu'on continue nos dialogues ensemble et aussi avec les autres membres de nos communautés. Alors, bonne fin d'après-midi et j'espère qu'on se rejoindrait une autre fois sur un autre webinaire ou bien à une de nos événements d'apprentissage. Finalement, on va on va maintenant vous envoyer le courriel ou le lien pour compléter notre formulaire d'évaluation et juste pour dire qu'on valorise beaucoup vos opinions, spécialement sur la question des thèmes que vous aimeriez que nous, on aborde avec les autres webinaires dans le cadre de notre projet et aussi pendant les rassemblements régionaux et l'Institut d'apprentissage. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. 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 Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. The leader has disconnected. The conference will be terminated in 5 minutes.